Bonsoir, très heureux de se trouver réunis autour d'un thème particulièrement percutant, actuel, un thème citoyen tout à fait enthousiasmant, le numérique, la révolution numérique, les digital natives, comment les enfants, les ados s'y immergent, comment ils grandissent, comment ils s'y développent, comment ils se l'approprient, et bien entendu comment nous, adultes, nous la recevons, nous l'accompagnons et nous la comprenons. Ce thème inaugure une première conférence web initiée par la Maïf, un des partenaires à l'origine de ce projet. La PPEA, c'est l'association francophone de psychologie et psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent qui organise ce colloque à la Cité des Sciences 17, 18 et 19 octobre et conduit un certain nombre d'activités, de travaux, de conférences, de publications autour des grandes questions de l'enfance avec le projet de se transformer en think tank. Alors je vous présente maintenant les trois autres partenaires majeurs, donc après la PPEA. C'est le Cercle des cultures ouvertes de Belleville, dont Dominique Dardel, animateur, est ici présent. Personnage haut en couleur du quartier de Belleville qui en connaît les recoins et cette pièce de la mosaïque parisienne. La télévision Haut de Zone, avec laquelle vous suivez tous ces travaux, et puis et cette rencontre, et puis ce restaurant qui est la même adresse que le Cercle des cultures ouvertes de Belleville, le restaurant Guomine. Nous sommes en bas de Belleville. Donc je vais rejoindre maintenant mes invités et vous les présenter très rapidement. Donc à ma gauche, Lise Hadouck. Lise est psychologue, docteur en psychologie. Elle est créatrice d'un dispositif qui s'appelle IPSY, qui est une sorte de plateforme pour les psychologues, afin de développer et de mener les entretiens cliniques à distance. C'est le principe de la visioconférence, et vous voyez que les psychologues intègrent même ces questions du numérique dans leur pratique. On aura l'occasion d'en parler à la fin de la rencontre. Patrice Huer, à ma gauche, psychiatre des hôpitaux, spécialiste de l'adolescence, psychanalyste. Patrice est président de l'Institut du Virtuel. Il est également membre du comité d'experts protection jeune public au CSA. Et puis enfin, à ma droite, Serge Tisseron, psychiatre d'enfants et d'adolescents, docteur en psychologie, universitaire, auteur prolixe, créatif, visionnaire pour beaucoup de thématiques, avec énormément de publications impressionnantes. Et puis, au titre d'aujourd'hui, co-auteur de l'avis remis à l'Académie des sciences, l'enfant et les écrans. Et donc, nous allons bien sûr évoquer d'emblée cette question. Alors, sur 4 éléments thématiques qu'on va aborder ensemble sur les 45 minutes de notre rencontre, on va commencer par la question de la révolution numérique. Qu'est-ce qu'on entend par révolution numérique, pour se mettre un petit peu d'accord sur ce cadre d'évocation et pouvoir en parler à propos ensuite des enfants et des répercussions que ça peut avoir sur les enfants. Alors peut-être Lise, si on peut commencer par vous. Donc oui, le terme de révolution est souvent employé en ce qui concerne l'évolution du numérique dans nos sociétés aujourd'hui et depuis maintenant plus de 20 ans. Donc la question qu'on se pose, entre autres au niveau du colloque Enfants mutants, c'est est-ce qu'il s'agit d'une révolution ou est-ce qu'on est dans la poursuite de quelque chose par rapport à l'évolution des techniques dans nos sociétés et l'évolution de la culture en fait, sachant que ces outils font aujourd'hui pleinement partie de notre culture. Je vais peut-être passer la parole à mes collègues. Absolument. Peut-être Patrice, révolution numérique. Oui, on aime bien les termes frappant les esprits. Et à défaut d'autres révolutions, on va prendre celle-là. Je crois qu'il s'agit effectivement, comme le disait Lise, plutôt d'une évolution et que ce qui en ressort principalement, c'est une étape transitoire de notre histoire qui est en passe d'être révolue, durant laquelle ce que d'aucuns ont appelé la fracture numérique a amené une rupture dans l'usage
des technologies entre générations. Cette fracture numérique est en passe de s'effacer dans la mesure où les parents des jeunes enfants aujourd'hui sont eux-mêmes très experts en la matière, ayant baigné dans cet univers numérique nouveau. Ça, c'est le premier élément que je voudrais souligner. Et le deuxième, c'est que l'évolution de ces technologies amène un renforcement d'un rapport au temps et d'un rapport à l'espace que par ailleurs nos sociétés mondialisées connaissent, à savoir la prévalence de l'instant, du présent, la difficulté de l'inscription dans l'histoire et dans une temporalité plus longue, d'une part, et d'autre part, le raccourcissement des distances, le raccourcissement les passerelles nombreuses qui se tissent entre cultures différentes. Et c'est un des éléments qui participent évidemment et accompagnent cette évolution. Merci. Serge Tisseron, oui, révolution numérique. Oui, dès qu'on parle de révolution numérique, la question c'est de savoir qu'est-ce qui ne change pas. Et c'est vrai que du point de vue des relations que nous avons, comme l'a bien dit Patrice, les relations que nous avons avec l'espace, le temps, les autres, soi-même, l'identité, les savoirs, les apprentissages, tout ça est bouleversé. Alors on va en parler du point de vue des avantages, des bénéfices qu'on peut en tirer et du point de vue des dangers, des inconvénients. Mais ce que je voudrais dire par rapport à ce changement, c'est que du coup, évidemment, la responsabilité des parents, des éducateurs me paraît changer fondamentalement. Avant l'invention du numérique, on pouvait se mettre à peu près d'accord sur une certaine définition de l'éducation. Elle consistait à apprendre à l'enfant à s'autodiriger et à s'autoprotéger. J'insiste là-dessus. L'éducation, c'est pas protéger l'enfant et l'éduquer ou l'orienter, c'est faire en sorte qu'il puisse lui-même s'autoprotéger et s'auto-orienter dans la vie. Mais avec le numérique, je pense que les enjeux sont en train de changer. Ce sont des technologies qui ont une potentialité de création considérable et ce sont des technologies qui sont en train d'accompagner un changement aussi essentiel pour le monde que la Renaissance. Et du coup, à mon avis, l'éducation change pour un point important, c'est qu'aujourd'hui, éduquer, mais c'est aussi permettre aux enfants d'inventer des choses que nous n'avions pas forcément prévues et de renouveler le monde d'une façon qui n'est pas forcément imaginable pour nous. Alors, est-ce que cette révolution numérique, elle ne touche que la question des écrans ou est-ce que vous élargissez à d'autres techniques, à d'autres dimensions technologiques, ou est-ce que c'est la révolution des écrans? Alors, la révolution des écrans ne fait qu'inaugurer une révolution dont on commence à beaucoup parler dans les journaux ou à la télé, c'est celle des robots. Il faut bien comprendre qu'on rentre dans un monde d'automatisation généralisée. Les petits personnages qui apparaissent sur nos écrans en ont été la première manifestation. Les bots, c'est-à-dire les BOTS, les robots qu'on ne voit pas et qui fonctionnent partout autour de nous, ben voilà, cette révolution, elle va s'accentuer bientôt dans les robots et personne ne sait de quelle façon. Si ce n'est que il faut évidemment éduquer aujourd'hui nos enfants d'une manière qui leur laisse la plus grande liberté possible par rapport à des innovations que nous avons de la peine à contrôler nous-mêmes. On termine autour de cette question de la révolution numérique et de sa description, bien pour que les internautes et le public comprennent de quoi on parle. Alors, je voulais rebondir déjà sur ce que disait Serge par rapport aux robots, qui est effectivement très juste, puisqu'on est complètement là dans l'ère robotique. Des auteurs parlent de moments robotiques. Et la génération d'enfants d'aujourd'hui, demain, seront des adultes qui utiliseront probablement des robots humanoïdes, en fait, ce qu'on n'a toujours pas aujourd'hui. Et c'est là, je pense que vraiment, c'est le moment de se poser des questions sur les valeurs de notre humanité et qu'est-ce qu'on peut préserver, voire défendre de ces valeurs pour l'avenir. Au-delà des écrans, l'autre point que je voulais souligner, c'était la question de la mobilité. C'est vrai qu'on est aujourd'hui dans une ère de mobilité, voire d'ultra-mobilité, c'est-à-dire que les écrans qu'on a connus auparavant dans notre bureau, aujourd'hui on les transporte partout. Donc là, c'est un élément aussi nouveau et qui va se développer de plus en plus. Très bien. Sur cette question, Patrice, est-ce qu'on peut compléter? Ça convient? Donc on va parler bien de révolution, et c'est pas seulement une évolution, c'est une révolution qui touche aussi le développement de l'humanité. On est dans une révolution sociologique, anthropologique,
comment les écrans et les nouvelles technologies de l'information et de la communication transforment notre quotidien à tous, en tant qu'adultes, professionnels, parents. On le ressent très bien, l'ampleur du phénomène donc à l'échelle internationale. Le terme révolution, il semble qu'on soit d'accord pour l'utiliser. Alors maintenant, qu'est-ce que ça implique? Quelles en sont les répercussions au niveau des enfants, qui sont notre préoccupation de ce soir? Parents, éducateurs, professionnels de la santé, du social, de l'éducation. On s'interroge sur cette e-génération, sur les digital natives, les natifs du numérique. Qu'est-ce que ça change profondément chez eux en termes de langage, d'apprentissage, de qualité par exemple du vocabulaire ou de la culture, d'activité? Quand on est sur les écrans, on n'est pas ailleurs, on ne joue pas de la même façon. Qu'est-ce que ça change dans les relations, dans le rapport aux autres? On va essayer d'aborder dans cette phase-là les aspects éventuellement favorables. Alors peut-être Patrice peut commencer autour des impacts sur l'enfance. Je crois qu'on est face à des changements très rapides qui amènent nos contemporains à adopter deux postures principales extrêmes. La première qui peut être la fascination, en disant ça va tout changer, c'est un monde nouveau qui naît, les enfants de demain n'auront rien à voir avec les enfants d'hier, etc., etc. Et les autres qui sont plutôt dans la crainte, la peur, comme on pouvait l'éprouver face aux premières machines roulantes, effrayantes qui devaient exploser. Je crois qu'il faut se situer entre les deux et qu'effectivement ça bouleverse un certain nombre de repères, un certain nombre de références, ça bouleverse la manière dont l'enfant va peut-être construire sa représentation du monde, des autres, de la différence, etc. Mais en même temps, ça fait appel à des mécanismes psychologiques éternels, je dirais, le fait de jouer, que l'on joue avec un écran ou que l'on joue avec un jouet classique, mobilise au niveau psychique des domaines et des zones équivalentes, même si et je pense que ça, on va y revenir, ça suscite un certain nombre de nouveautés et en particulier un appel à une créativité que ces technologies permettent de déployer de manière inégalée jusqu'alors. Ça, je crois que c'est important. Mais on voit aussi que ça se met en place et occupe de plus en plus de terrain dans le domaine des loisirs, on vient d'en parler, dans le domaine de l'enseignement et de la transmission. Et là, je crois qu'il y a une chance inouïe dont il faudrait qu'on se saisisse, même si nous avons pris beaucoup de retard dans notre pays. Et par ailleurs, une interactivité interhumaine, là aussi inégalée, quand auparavant on ne pouvait faire connaissance qu'avec un environnement dont on pouvait dès la naissance quasiment établir les contours. Aujourd'hui, c'est sans comparaison et les effets de ce phénomène-là ne sont pas encore très bien mesurés. D'accord, Serge. Autour des avantages liés au bouleversement actuel, moi j'aime bien me repérer sur quatre grands domaines, les savoirs, les apprentissages, l'identité, la relation aux autres. Alors au niveau des savoirs, il faut comprendre qu'aujourd'hui les enfants grandissent en ayant accès à une quantité incroyable d'informations, et d'ailleurs des informations pour lesquelles leurs parents leur tendent la perche. Si un enfant pose une question à table, il y a toujours un adulte pour sortir son iPhone et dire tiens, on va aller voir ce qui est dit sur Wikipédia. Mais il faudrait aussi que les parents disent peut-être que Wikipédia se trompe, on va aussi aller voir ailleurs. Donc toujours est-il que les enfants aujourd'hui, ils ont accès à une quantité de savoir incroyable et je crois que ça doit nous encourager à développer partout l'esprit de discussion, de confrontation, de controverse. Surtout qu'en France, on n'a jamais été très fort dans ce domaine-là, contrairement aux pays anglo-saxons. Donc ça, c'est un plus, mais il faut le cultiver. Alors au niveau des apprentissages, c'est assez banal. Les enfants aujourd'hui, ils ont des livres, ils ont des textes, ils ont aussi du multimédia, ils ont des jeux vidéo et même des jeux vidéo éducatifs, les fameux serious games. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, ils ont la possibilité de faire travailler sur des supports d'apprentissage, soit ce qu'on appelle l'intelligence cristallisée, qui passe par le langage, par les écrits, soit ce qu'on appelle l'intelligence spatialisée, qui passe par la compréhension d'un espace et sa réorganisation. Donc maintenant, les enfants peuvent marcher sur leurs deux jambes. Intelligence cristallisée, le langage, intelligence spatialisée, les écrans, et ça aussi, on n'en a pas encore tiré les conséquences. Mais pour les éducateurs qui nous écoutent et les enseignants et les parents, le temps que l'enfant passe devant l'écran est souvent vécu comme un temps qui prive d'autres activités, alors que ce que vous abordez, Serge, c'est le fait que c'est dans une continuité, voire une complémentarité ou une association.
Oui, à condition que l'enfant soit capable d'introduire dans les écrans les repères temporels qui leur font fondamentalement défaut. Je m'explique. Dès que vous ouvrez un écran, vous êtes dans l'écran. Même quand on fait une photographie, on regarde sur son petit écran ce qu'on est en train de photographier, on est dedans. Et donc, du coup, le fait d'être dans les écrans veut dire qu'on va devoir soi-même prendre du recul, pouvoir introduire de la temporalité. Et de ce point de vue-là, bon, je vois qu'on ne va pas parler trop longtemps, mais il faut bien savoir que l'éducation précoce utilisant le livre et utilisant les relations logiques qu'il y a dans les livres est vraiment un préalable indispensable pour bien aborder les écrans. On peut faire un très bon usage des écrans quand on a bien installer à l'intérieur de soi des repères temporels liés à la culture du livre. Quand on les a pas installés, c'est beaucoup plus difficile de faire un bon usage des écrans. Alors les trois autres aspects que vous Oui, les évoquez, deux autres. Alors, donc au niveau d'identité, eh bien, ce qui est formidable, c'est que les jeunes aujourd'hui sont invités à construire leur identité avec des repères d'image et pas seulement avec des repères d'affirmation de soi liés au discours. Hein. Beaucoup de jeunes aujourd'hui font de la photo numérique, des petits films avec leur téléphone mobile. Il y a de plus en plus de festivals. C'est des activités vraiment à valoriser. Elle participe aujourd'hui de la construction de l'identité et de la construction donc de l'estime de soi au même titre que la construction linguistique traditionnellement. Et puis pour dernier domaine, hein, pour ce qui concerne la relation aux autres, eh bien c'est la possibilité très tôt pour l'enfant de rejoindre une communauté d'intérêt, des gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt que lui, et donc de pouvoir cultiver ces centres d'intérêt privilégiés avec des interlocuteurs de qualité, ce qui n'était pas possible à l'époque où les seuls interlocuteurs de l'enfant étaient quelques voisins de palier et quelques personnes dans son quartier. D'accord. Est-ce que vous partagez, Lise Hadouck et Patrice Huer, ce regard plutôt ouvert et favorable d'accompagner les technologies nouvelles ? Oui, moi je pense que c'est un point essentiel de dire que les enfants ne sont pas seuls devant les écrans, puisqu'à partir du moment où ce sont des enfants, logiquement, ils sont quand même accompagnés par leurs parents. Et là, effectivement, le rôle des parents est essentiel dès le plus jeune âge, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grandes questions qui se posent, c'est les bébés et les tablettes, quoi. Hein, on en est là. Donc là, il y a vraiment un rôle parental à préserver autour des valeurs qu'on connaît, qui ne changent pas, c'est-à-dire le parent est là pour protéger l'enfant et pour essayer de le guider dans ces univers numériques ou autres, je dirais. Mais parallèlement à ça, je dirais qu'au niveau de l'enseignement, il y a vraiment quelque chose de très différent dans le rapport des enseignants aux élèves, aux enfants qui apprennent. Et ça, c'est quelque chose, je pense, d'assez déroutant parfois. C'est que le rapport qu'on connaît des professeurs aux apprenants ou aux élèves, en général, auparavant, c'était plutôt un rapport transversal en fait, hein, c'est-à-dire que l'enseignant apprend et l'enfant reçoit le savoir. Aujourd'hui, avec les technologies de l'information et de la communication et l'accès à de multiples informations pour les enfants, on est plutôt dans un rapport horizontal où les savoirs vont s'échanger et où parfois les élèves vont même apprendre à leurs professeurs des choses. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à gérer du côté des enseignants, je pense. Donc là, il y a vraiment un travail à faire encore pour faire évoluer la notion même d'éducation, effectivement. Alors sur la question effectivement de la pédagogie, hein, et les pédagogues qui nous écoutent, nous regardent ou participent à cette interrogation, se posent la question tout simplement de leur méthode pédagogique aujourd'hui, quels que soient les âges de l'enfant. En l'occurrence, notamment les universitaires savent bien que quand ils disent quelque chose ou que leur langue fourche, dans les 20 secondes, il y a un étudiant qui leur donne la bonne réponse puisqu'ils sont allés voir avant le cours ce que les enseignants ou la thématique de l'enseignant telle qu'elle est abordée. Voilà, donc Patrice. Oui, alors ça, on peut le vivre comme déroutant et déstabilisant, ou on peut le vivre comme un avantage. C'est-à-dire que la question qui se pose pour moi n'est pas tellement du côté des enfants qui se saisissent très rapidement de ces technologies pour déployer, quand ils sont en bonne santé, parce qu'on parle de cela, leur créativité, leurs relations sociales, leurs relations aux autres et au monde. Là-dessus, j'ai pas d'inquiétude et je suis plutôt optimiste dans leur capacité de se saisir de tout ce qui apparaît de nouveau et que l'appétence et l'appétit qu'ils ont à cet égard est tout à fait impressionnant dès le plus jeune âge. Mais
La question se pose plutôt du côté des adultes. Comment les adultes vont-ils supporter d'être bousculés dans leur position traditionnelle d'apprenants, de transmetteurs, et vont trouver des avantages à être questionnés aussi par les enfants sur ce qui compte pour eux, sur ce qu'ils savent, sur ce en quoi ils croient, sur leurs valeurs, etc. Ou est-ce qu'ils vont vivre ça comme une agression permanente et une déroute probable? Donc là, je crois qu'il y a un vrai défi plutôt pour les adultes. Alors c'est bien la question. Est-ce qu'on ne projette pas sur nos enfants ou nos élèves les inquiétudes qui sont les nôtres par rapport à ces évolutions, ces changements dans nos vies qu'introduit Internet, les réseaux sociaux, les écrans, la communication rapide? Et est-ce qu'on n'a pas des inquiétudes d'une certaine manière inutiles, sachant que les études et les travaux qui nous sont rapportés, certains d'entre eux sont particulièrement inquiétants. Les enfants auraient moins de vocabulaire, les enfants auraient moins d'activité de pensée approfondie, ils auraient une intelligence intuitive et simultanée, pas une intelligence séquentielle et organisée. Comment introduire une vraie, je dirais, discussion qui permettrait de penser non pas d'un côté l'apologie et l'optimisme béat pour les écrans, et de l'autre une sorte de diabolisation ou de pessimisme qui ferait de nous effectivement des has-been, quoi. Peut-être Serge. La révolution numérique s'est passée trop vite. C'est-à-dire que beaucoup d'adolescents aujourd'hui sont des enfants qui ont eu à se débrouiller tout seuls des écrans. Et si on fait des réunions comme celle-ci aujourd'hui, c'est pour que les enfants qui ont aujourd'hui 2 ans, 3 ans, soient pas livrés à eux-mêmes devant les écrans comme l'ont été aujourd'hui des enfants qui ont 15 ans, 17 ans. Et malheureusement, c'est vrai que des enfants placés trop tôt devant les écrans, des enfants pour lesquels la consommation d'écran tend à remplacer beaucoup d'autres activités, ces enfants-là se développent mal. Mais c'est pas la faute des écrans, c'est la faute du dosage que les parents et les pédagogues n'ont pas su organiser. Alors on va continuer à parler de ça et on va se retourner maintenant du côté à la fois du public et des réseaux sociaux. Si vous avez une question à approfondir avec nos intervenants, peut-être réseaux sociaux, vous en avez ? On va déjà vous dire que les gens commencent à s'intéresser avec les 2 hashtags donc, qui sont confmaïf et webmaïf pour poser des questions sur Twitter ou sur tous les réseaux. Et une première assez amusante est en train d'arriver. Je laisse Dominique le soin de la poser. Alors, il y a une interrogation qui dit « Vous êtes encore en train de vous débrouiller pour parler des enfants sans eux ». Alors, Serge, je vais peut-être quand même y répondre d'emblée. Effectivement, nous avions pensé inviter et des enfants et des adolescents, mais dans notre regard d'adulte, on ne s'est pas rendu compte à quel point être vu par les autres sur Facebook, par exemple, attire ou de l'agressivité ou de la critique. Et que donc ils se sont envolés comme une volée de moineaux, c'est le cas de le dire. Et donc on ne les a pas, on y a bien pensé. Alors on est obligé de parler effectivement en leur nom. Voilà. La deuxième question est envoyée par un monsieur qui signe Bamako et qui nous dit la chose suivante. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des gens qui n'auront pas de culture et qui seront coupés de toutes les réalités? Bon, c'est une question qui est assez bateau, mais que l'on retrouve régulièrement. Alors peut-être Patrice qui avait le micro. Oui, volontiers. La première question, tout le monde sait bien qu'à cette heure-là, les enfants sont au lit. Les parents peuvent en témoigner facilement, sans du tout être attirés par les écrans. C'est fini. Non, plus sérieusement, je crois que le fait que les enfants et les adolescents soient depuis toujours des surfaces de projection de ce qui nous inquiète n'est pas nouveau. Si on lit les grands auteurs de l'Antiquité, on voit qu'ils attribuent déjà à la génération suivante toutes sortes de défaillances, de défauts et de risques qui sont avant tout le reflet de ce qu'ils redoutent eux, adultes. Et je crois qu'aujourd'hui, notre époque n'est pas exempte de ce risque, c'est-à-dire de projeter sur les enfants ce qui nous inquiète, nous, comme quand on parle par exemple de les enfants et les adolescents d'aujourd'hui s'inquiètent concernant l'avenir, etc. Je crois qu'il vaudrait mieux dire les adultes s'inquiètent.
Les enfants, ils prennent au vol ce que la vie leur offre, et en particulier ce que les adultes leur offrent comme perspective. Les perspectives inquiétantes sont volontiers projetées sur l'autre, ça fait ça de moins pour ceux qui en sont les porteurs, et donc je crois que les adultes ont toujours tendance à se décharger de ce qui leur pèse, de ce qui les soucie sur la génération suivante. C'est pas nouveau. Alors là, les technologies numériques s'y prêtent remarquablement aussi. Pour quelque temps, je pense que ça ne va pas durer. Est-ce qu'on n'a pas eu ces mêmes mouvements d'ailleurs à propos de la télévision il y a 40 ans ou 50 ans? Est-ce qu'on ne retrouve pas là des peurs projetées sur la télévision va écarter les enfants de préoccupations plus pédagogiques? Oui, et puis le jugement sur les choses a toujours du retard sur les choses elles-mêmes. Et aujourd'hui, beaucoup de parents continuent à penser la présence de leur enfant devant un ordinateur dans les termes où le problème se posait il y a 10 ans. Il y a 10 ans, un enfant devant son ordinateur, c'est vrai qu'il était tout seul avec un logiciel. Mais aujourd'hui, un enfant devant son ordinateur, il interagit avec des tas de copains. Et aujourd'hui, justement, on est en train de réfléchir à la manière dont les interactions à travers le numérique, donc à travers les écrans, peuvent être des sources d'enrichissement, de découverte, de réciprocité, au même titre que la vie réelle. Le virtuel ne s'oppose pas à la réalité quotidienne, le virtuel la complète, et d'ailleurs, l'an dernier, le ministère de la Culture a rendu public un rapport qui est fait tous les 2 ans par Olivier Donat, et sur le fait que les enfants et les adultes qui utilisent plus Internet ont plutôt plus de relations dans la réalité, alors que ceux qui regardent beaucoup la télé ont plutôt moins de relations dans la réalité. C'est plutôt la télé l'ennemi de la relation dans la réalité. C'est pas Internet. Au contraire, avec Internet, c'est à la fois. Avec la télé, c'est ou bien ou bien. Comment comprendre ces études contradictoires, ces avis dont on sait par exemple que le rapport L'avis de l'Académie des sciences que vous avez présenté a été contesté par d'autres? Comment s'y retrouver, à la fois pour les spécialistes mais aussi pour les parents, dans les conseils et l'accompagnement de l'enfant face aux écrans? Oui, le rapport de l'Académie des sciences a été contesté un petit peu sur un mode de la note à accorder à la dangerosité des écrans. Sur le mode, ben oui, l'Académie des sciences, par exemple, les dénonce à 6 sur 10, il faudrait les dénoncer à 8 sur 10. Mais il ne faut pas que ça nous fasse oublier le problème principal. C'est-à-dire qu'on dénonce les dangers des écrans à 6 sur 10 ou à 8 sur 10, l'important c'est de savoir comment y remédier. Et de ce point de vue-là, aucune autre proposition à ce jour n'a été faite que celles qui sont contenues dans le rapport de l'Académie des sciences. D'accord. Peut-être Lise, un mot sur... Oui, alors, bon, est-ce que ça rend les enfants plus sociables ou moins sociables dans la réalité, puisqu'on a quand même toujours tendance à opposer ces termes virtuels, réels, bien que moi, ça ne me parle pas vraiment, cette opposition. Je ne sais pas, parce que c'est vrai que les recherches sont assez contradictoires. Je pense que là encore, tout dépend de l'âge des enfants, tout dépend de la quantité de consommation. Et tout dépend aussi du développement, je dirais, de la capacité d'empathie. Et là, Serge Tisseron aura sûrement des choses à dire là-dessus. Mais c'est vrai que certaines recherches montrent que les enfants ont moins tendance ou sont moins habitués à avoir de l'empathie, par exemple avec le visage humain, quand ils utilisent beaucoup de logiciels et quand ils utilisent beaucoup d'avatars, par exemple, et du coup, quand ils perdent un petit peu ce contact relationnel de base d'un visage humain à l'autre, de déchiffrer les expressions du visage humain. Bon, ça c'est une piste, moi, qui m'intéresse particulièrement puisque je travaille en visioconférence et c'est pas pour rien que j'ai pas choisi le chat, par exemple, mais c'est vrai que ce sont des questions à se poser. Il y avait une deuxième question là qui était intéressante par rapport à la culture. Est-ce qu'on va perdre notre culture avec Internet? La question de Bamako, je crois. On est dans une ère culturelle un peu différente. Certains auteurs parlent de cyberculture. Et en fait, les technologies de l'information et de la communication sont nées dans les sociétés postmodernes, c'est-à-dire l'âge de la mondialisation. Donc ce sont des outils de la mondialisation, mais qui n'effacent pas, selon moi, les spécificités culturelles. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément servir de la même façon d'Internet en France et au Japon, par exemple. Et là, c'est une piste extrêmement intéressante à étudier. Il y a peu de recherches là-dessus encore aujourd'hui. La culture, pour moi, n'est pas menacée. D'accord. C'est une vision effectivement très intéressante. Une dernière visite auprès des réseaux sociaux et puis une question dans le public.
dans la même veine, peut-être par la même personne, mais qui ne signe pas Bamako cette fois-ci, il y a comment expliquer que des enfants qui ne savent ni lire ni écrire se débrouillent et savent mieux manipuler les nouveaux téléphones dernier cri, ce qui se passe en Afrique. Serge ? Oui, la situation de l'Afrique est particulière. C'est un pays dans lequel beaucoup d'habitants passent directement de la culture orale à la culture numérique. Et il faut bien comprendre que dans la culture orale, il y a du visuel. Très souvent, les conteurs utilisent des signes qu'ils tracent sur le sol ou des dessins. Et du coup, il apparaît que ces personnes qui passent directement de la culture orale à la culture numérique sont beaucoup plus à leur aise avec la culture numérique que nous autres. Rappelez-vous, maintenant on n'en parle plus, mais il y a encore 2 ans, on se moquait volontiers des gens qui, quand ils avaient leur nouveau téléphone mobile, cherchaient le mode d'emploi, le petit livret du mode d'emploi. Aujourd'hui, plus personne ne se vanterait de chercher le petit livret de mode d'emploi. Il saurait qu'il va être ridicule. Mais l'idée a longtemps encore prévalu que c'était le langage parlé écrit qui pouvait nous permettre de comprendre le monde, et quand on l'avait compris avec le langage parlé écrit, on pouvait l'aborder. Ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que on aborde les technologies numériques en tâtonnant, par essai-erreur, et je dirais que ce qui manque à beaucoup d'adultes, et c'est là où les enfants peuvent nous apprendre beaucoup, ce qui manque à beaucoup d'adultes, c'est la curiosité décomplexée dont font preuve les enfants et les adolescents. Curiosité, oui, des adultes l'ont, mais décomplexée, malheureusement, par rapport au numérique, beaucoup d'adultes n'osent pas, et prenons exemple sur les jeunes, bidouillons, tripatouillons, faisons tout ce que les machines peuvent faire, et nous nous surprendrons nous-mêmes de ce que nous arrivons à en obtenir. On retiendra ce terme de curiosité décomplexée. Voilà, ça m'échappait. Une question rapide dans le public et on va passer à la 3e thématique. Oui, bonsoir. Cette question s'adresse tout particulièrement à Serge Tisseron. Vous avez parlé tout à l'heure de l'apprentissage et des différentes façons dont elle pouvait, dont on pouvait solliciter le cerveau et l'apprentissage. Effectivement, on peut considérer que, d'une part, l'auto-apprentissage permet cette aisance décomplexée, qui est vraiment un apport. D'autre part, le fait d'avoir un support visuel par rapport à un discours d'un professeur attire et fixe l'attention, et donc forcément on apprend plus avec ces 2 supports, auditifs et visuels. Mais la question que je voulais vous poser concerne justement les jeux qui sont censés suivre un apprentissage, les jeux à réponse multiple, les questions à réponse multiple, qui développe effectivement une rapidité de la pensée pour répondre, mais qui développe surtout un système binaire. Et je me demandais si le fait que maintenant on fonctionne avec des réponses binaires, si ça ne pouvait pas atrophier une réflexion beaucoup plus approfondie, linéaire et imaginative. Merci. Donc c'est la question des serious games. Voilà. Alors aujourd'hui, les logiciels sont encore très loin de ce qu'ils vont être dans quelques années. Et aujourd'hui, on le voit bien dans tout le domaine de ce qu'on appelle les jeux sérieux, les logiciels soi-disant éducatifs. Très souvent, c'est de vrais jeux, mais c'est pas vraiment des espaces éducatifs. Alors pourquoi? Parce que on ne sait pas encore très bien comment utiliser l'intelligence spatialisée, l'intelligence visuelle pour les apprentissages. On est là au début d'un champ immense qui s'ouvre. L'intelligence spatialisée a toujours existé chez l'homme. Simplement, il n'y avait pas de support qui permette de la faire travailler. Alors qu'avec l'invention de l'imprimerie, nous avons eu un support pour faire travailler notre intelligence cristallisée, langage parlé écrit. Et donc, du coup, beaucoup de travaux actuellement portent sur ce que ces logiciels d'apprentissage pourraient apporter, que les apprentissages livresques n'apportent pas, et notamment la compétence pour explorer des bases de données, la compétence pour comprendre son propre cheminement à l'intérieur d'un problème à résoudre, le fait de pouvoir varier des stratégies pour obtenir le même résultat, ou encore le fait de pouvoir travailler avec d'autres pour obtenir des résultats plus rapides. Toutes choses que ne permettent pas la traditionnelle culture du
livre. Donc c'est vraiment autour de ce que la culture numérique apporte d'original qu'aujourd'hui portent les travaux principaux, mais il ne faut pas du tout penser le numérique comme une manière d'apprendre ce que nous apprennent les livres, mieux ou plus vite. Non, le numérique y arrive moins bien. Ce que le livre nous apprend, le livre est le mieux placé pour nous l'apprendre, mais le numérique peut nous apprendre beaucoup d'autres choses. Alors, cette question des apports favorables et à concevoir comme telle, comme une évolution plutôt positive, néanmoins ne nous masque pas les sources d'inquiétude qui sont exprimées notamment dans les milieux éducatifs, les milieux de santé, chez les professionnels du soin, images violentes, harcèlement, pornographie, toute la question de la virtualisation pour certains enfants qui semblent se dégager des approches du réel et de la saisie du réel. Bien entendu, les images violentes. Voilà. Est-ce que les écrans sont générateurs de pratiques addictives? Est-ce qu'ils sont générateurs de désordre dans le développement et l'évolution de l'enfant? Je crois qu'on a à l'entendre et comment on peut préciser un petit peu l'usage et l'exposition des enfants à ces risques. Alors peut-être Patrice. Oui, alors effectivement, ce sont des questions que l'on entend très souvent poser de la part des parents, des éducateurs, des enseignants, à savoir quels seraient les dégâts que pourrait occasionner le visionnage des écrans, pas seulement sur le plan quantitatif, mais aussi évidemment sur le plan qualitatif. Et on sait que, effectivement, cette question mérite d'être posée dans la mesure où la rencontre première de nombre d'enfants, et pas d'adolescents, avec des images pornographiques est assez habituelle par le biais de ces outils nouveaux, et que la représentation qu'ils peuvent avoir, par exemple, de la sexualité va se trouver évidemment d'autant plus perturbée et troublée qu'il n'y aura pas d'accompagnement adulte préalable et qu'il n'y aura pas eu d'information préalable et de discussion préalable avec des adultes de référence pour que l'enfant puisse encaisser le choc de certaines images violentes, pornographiques, etc., autrement que sur un mode traumatique durable. Ça, c'est effectivement le premier point. Le deuxième point que l'on peut quand même identifier, c'est que les outils numériques et les écrans, les images, les jeux violents, etc., ne sont pas la cause de la violence ou d'un certain nombre d'actes délinquants ou criminels, mais peuvent être évidemment des stimulants, en particulier chez un certain nombre de jeunes qui sont particulièrement fragiles. C'est-à-dire que ce sont des révélateurs de fragilité, des organisateurs de la forme que pourraient prendre ces fragilités, mais certainement pas la cause. Et là, je crois qu'il faut qu'on se méfie beaucoup des raccourcis qui visent surtout à rassurer les adultes en leur proposant une explication univoque. Voilà, madame, pourquoi votre fille est muette. Et là, on a rassuré l'adulte. Il suffit de supprimer ces rencontres et tout ira bien. Évidemment, c'est difficile à ce moment-là de comprendre pourquoi il y avait déjà des crimes et des actes violents avant l'ère numérique. Alors, est-ce que vous semblez dire, et est-ce que autour de cette table vous allez être d'accord avec ma formulation, les conduites addictives, ces parents qui sont confrontés à des préadolescents ou des adolescents qui sont sur Internet, Facebook, sur les jeux jusqu'à 3h ou 4h du matin, qui commencent à être des décrocheurs scolaires, qui commencent à avoir une vie décalée, ne participant plus aux repas familiaux, etc. Est-ce que semble que vous disiez que ces comportements addictifs auraient rencontré une autre forme d'addiction et que ce n'est pas justement Internet, les jeux et les accès aux écrans qui créent cette forme-là? Alors, on peut dire ça, et en même temps, et je pense que Lise et Serge pourront y revenir davantage encore, la particularité de la relation aux écrans est à souligner. Ce n'est pas n'importe quel produit qui a des potentialités addictives. Il faut un certain nombre d'éléments pour qu'il y ait la possibilité que se rencontre une personnalité potentiellement addictive et un support qui va s'y prêter. Donc, il y a quelque chose d'en plus dans la relation à l'image et aux écrans, à l'évidence, par rapport à d'autres situations de vie.
Mais on n'en est pas encore, et les différences interculturelles dont Lise parlait précédemment sont importantes à souligner. On n'en est pas encore au phénomène du hikikomori au Japon, qui concerne plus d'1 million de jeunes adultes japonais coincés chez eux devant les écrans à longueur de temps. Mais pas aussi massivement, mais pas aussi massivement. Et on voit l'augmentation dans les consultations, l'augmentation régulière du nombre d'adolescents décrocheurs coupés de la scolarité par enfermement chez eux devant les écrans. Et là, il y a un vrai problème dans la mesure où, en plus, pour eux, l'accès aux soins n'est pas facile puisqu'ils ne peuvent pas bouger et ne se reconnaissent pas du tout comme étant en difficulté majeure. Très bien. Lise Ajouk, autour de ces questions d'addiction et aussi peut-être de formes de harcèlement dans les images que les adolescents se passent. Je crois que c'est le rapport à l'image qui est intéressant à analyser, c'est-à-dire quelle est la fonction de ces écrans. Est-ce qu'on est plutôt dans une fonction de miroir, où finalement on va être en relation avec soi-même dans quelque chose qui tourne en rond et un petit peu d'ordre narcissique, ce qui à l'adolescence pose particulièrement question, puisque l'adolescent par définition change, donc il a besoin d'essayer des choses, de chercher, savoir qui il est. Et il peut tomber dans une forme de fascination, ce qu'on retrouve justement bien souvent dans les communautés numériques. Je dirais pas virtuelles, c'est-à-dire que là, au lieu d'être en relation avec un autre, avec qui on va échanger, avec qui on va être confronté finalement à son altérité, à une différence, on va être dans quelque chose de l'ordre du miroir, de l'ordre du même, de l'ordre de l'image à tout prix, et ça c'est pas seulement Internet, c'est d'abord la télévision et la télé-réalité, qui poussent peut-être aussi les jeunes à filmer leurs collègues quand ils sont en difficulté, à diffuser ça sur un réseau et du coup à amplifier une souffrance psychique qui était probablement déjà là. Et par rapport à l'addiction, je dirais rapidement la même chose, c'est-à-dire qu'effectivement, la personnalité du sujet est le premier élément à prendre en considération, y compris la personnalité déterminée par le cadre familial et social et éventuellement les carences que l'enfant a subies. Pourquoi un enfant va devenir addict? Est-ce qu'il a manqué de quelque chose? Est-ce qu'il cherche à compenser? C'est peut-être par là qu'il faudrait commencer à se poser les questions plutôt que de diaboliser l'écran. Enfin, je crois qu'on n'en est plus là de toute façon. Serge? Oui, alors beaucoup de choses ont déjà été dites, mais je voudrais quand même rappeler que le mot d'addiction n'est pas adapté à ce qui se passe dans nos relations à Internet, aux jeux vidéo, aux écrans. Aucune instance scientifique internationale ne reconnaît l'existence d'une addiction aux écrans ou à Internet. L'Académie de médecine l'a dit en 2012, l'Académie des sciences l'a répété en 2013, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des mauvaises habitudes qui se prennent devant l'écran. Alors vous allez me dire, pourquoi à quoi ça sert de ne pas utiliser le mot d'addiction? Mais ça a une conséquence importante, deux même. La première, c'est que si un jeune est tout le temps devant son écran, faut pas que les parents hésitent à le lui enlever. Il n'y aura pas de syndrome de sevrage. Ça sera pas comme quand on a enlevé la bouteille à Pépé. Il ne fera pas de délirium ludens. Il n'y aura pas de grande crise. Il n'y a pas de syndrome de sevrage. Et l'autre chose importante, c'est que si quelqu'un arrête de fréquenter Internet de manière abusive, il va pas être comme un alcoolique qui n'a pas le droit de boire une goutte parce que sinon il rechute. Il va pas être comme un ancien fumeur qui n'a pas le droit de tirer une bouffée parce que sinon il rechute. Il va utiliser Internet, les jeux vidéo de façon modérée. Et on passe son temps à voir des gens, des ados qui ont été des joueurs excessifs et pathologiques et qui deviennent des adultes tout à fait adaptés et qui ont des périodes de jeu tout à fait raisonnables. Donc refusons ce mot d'addiction. Pour la question de la violence, alors là c'est un problème, c'est le monstre qui ressort régulièrement, qui a ressorti avec le cinéma, avec la photographie, et voilà. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par rapport à tout danger, il y a toujours des facteurs de risque et des facteurs de protection. Les facteurs de risque, c'est la solitude, c'est le fait d'être harcelé à l'école par d'autres élèves, c'est le fait de se sentir incompris par ses parents, c'est le fait de vivre dans la précarité, c'est le fait de ne pas pouvoir faire du sport parce qu'il n'y a pas de terrain près de chez soi, c'est le fait de ne pas pouvoir sortir de sa banlieue parce qu'il n'y a pas de transport en commun pour permettre d'en sortir. Ça, c'est des facteurs de risque. Et puis, il y a des facteurs de protection. Le fait de vivre dans un milieu compréhensif, le fait de bénéficier d'activités de création parce que les parents les reconnaissent ou parce que l'école les encourage. Donc, ce qui est important autour de cette question, c'est
de favoriser les facteurs de protection. Ça sert à rien de dénoncer la violence des images, nous ne les contrôlons pas. On ne va pas empêcher la sortie du prochain jeu GTA, on ne va pas empêcher la sortie du prochain film hyper violent, on ne va pas empêcher la télé de passer en prime time un film terrible pour les jeunes enfants qui vont en regarder la première demi-heure. Mais on peut multiplier les facteurs de protection et ça, c'est le travail des parents et des éducateurs. Alors comment coordonner les avis différents des uns et des autres? Je parlais des études contradictoires qui sont faites. On a des études aux États-Unis, on a des études dans les pays anglo-saxons, dans d'autres pays occidentaux, qui semblent être déroutantes. C'est-à-dire que certaines vont dans le sens de les écrans sont potentiellement nocifs. Mais ils sont les deux, Robert. C'est-à-dire que les écrans sont une merveilleuse chose si on les utilise bien, et c'est une catastrophe si on en fait un usage qui va dans le sens de plus de solitude, de plus d'enfermement sur soi-même, de plus de persécution contre autrui en gardant l'anonymat et en profitant des masques Internet. C'est à la fois la meilleure des choses et la pire des choses. Donc certaines études disent grâce aux jeux vidéo on apprend plein de choses, et puis d'autres études disent les jeux vidéo rendent certains jeunes violents. Mais les deux sont vrais. Alors comment accompagner les parents et les éducateurs qui sont quand même un petit peu perdus dans tout ça et ne savent plus s'y retrouver? Est-ce que c'est conserver les valeurs fondamentales de l'éducation et du rapport aux enfants? Il semble que les écrans perturbent dans la relation des adultes aux enfants. Oui, alors on lance une campagne, la 36912, et bon, il y a des conseils adaptés à chaque âge, mais je crois qu'il y a quand même des choses que les éducateurs, les parents peuvent faire à tout moment. C'est limiter le temps d'écran, et on s'aperçoit aujourd'hui que beaucoup de parents surestiment les dangers des écrans à l'adolescence et sous-estiment le danger des écrans chez le tout petit. Mettre la télé dans la chambre d'un enfant, 3, 4, 5 ans, c'est l'introduire à la vie de manière dramatique. Lui mettre une connexion Internet illimitée à partir de 8-9 ans, comme je le vois trop souvent, c'est terriblement dramatique. Et donc voilà, contrôler les écrans, limiter le temps d'écran, mais en même temps, comme on l'encourage, valoriser les productions créatrices, et puis encourager constamment l'enfant à parler de ce qu'il voit et de ce qu'il fait avec les écrans, de manière à ce que l'enfant à la fois fasse fonctionner son intelligence spatialisée dès qu'on regarde un écran et son intelligence cristallisée, le langage, dès qu'on raconte ce qu'on a vu sur un écran. Donc les parents les éducateurs ont beaucoup à faire, mais je crois en ayant à l'esprit que l'enfant est dans tout ça un partenaire, et un partenaire à qui on apprend des choses, et comme disait Patrice tout à l'heure, qui peut aussi nous en apprendre, et pas seulement comme quelqu'un qu'il faudrait introduire à un monde que nous maîtriserions, parce qu'il faut bien reconnaître que nous ne le maîtrisons pas. Alors nous pouvons évoquer l'ouvrage que vous publiez chez les éditions RS, Apprivoiser les écrans et grandir. Ça sort le 4 octobre et vous préconisez donc un certain nombre de tâches, d'attitudes et dans le rôle des parents et des éducateurs par rapport aux écrans. Il y a un site internet qui accompagne la sortie du livre et de la campagne, sur une campagne d'affiches, site apprivoiserlesécrans.com, apprivoiser les écrans en un seul mot.com, à partir du 4 octobre. Très bien. Alors je vais aller maintenant du côté des réseaux sociaux, s'il y a des retours. Il y a encore deux questions, probablement de Bamako aussi, mais c'est un bon signe. La première, c'est quel sera le choix des dirigeants concernant cette pollution numérique, les logiciels free et des logiciels payants. Bon, c'est Karim de Bamako. Il rajoute derrière sa signature « Développement du tiers-monde ». Qui veut bien répondre pour cette dernière question sur l'enfant qui s'enferme dans sa chambre Ce qui pose question, c'est pourquoi, quand on a peur pour son enfant, on n'interviendrait pas. Un enfant de 2 ans qui explore l'appartement plein de curiosité et de vie et qui se rapproche d'un produit ménager qu'on a oublié de ranger, quel est le parent qui n'interviendra pas pour l'en empêcher parce qu'il tient à lui? Si on estime que c'est dangereux, c'est trop, c'est inadapté comme usage, etc., c'est le rôle du parent que d'intervenir. Il y a ce rôle limitant
qui paraît absolument évident. Il suffit de transposer ce qui est évident sur d'autres sujets à ce sujet-là aussi. Et puis, il y a quelque chose que les parents doivent absolument intégrer aujourd'hui, c'est-à-dire leurs enfants vont rencontrer sur leur chemin, à travers les écrans, des images violentes, des images pornographiques, dès la fin du cycle scolaire primaire, si c'est pas plus tôt, au hasard de rencontres avec des plus âgés, et qu'il faut les y préparer pour que le jour venu, ils puissent se sentir autorisés à en parler avec leurs parents et ne se sentent pas honteux et silencieux, refoulant le traumatisme subi, et d'autre part, qu'on arrête de penser que c'est en érigeant des lignes maginaux qu'on va protéger les enfants. Ce temps-là est terminé. Il faut donc plutôt les préparer aux rencontres, y compris problématiques qu'ils auront dans leur vie. Et ça, c'est pour moi un rôle parental et éducatif de base. Simplement, il se déploie maintenant sur des thématiques nouvelles, mais au niveau fondamental, c'est toujours la même démarche. D'accord. Donc, aux parents d'avoir des positions qui étaient celles... Ils ont des positions, mais il va falloir qu'ils informent préalablement et discutent avec leurs enfants de ce que ces enfants vont rencontrer. Ils vont rencontrer des sollicitations en termes de cannabis, en termes d'alcoolisation, en termes d'écran. Comment vont-ils se débrouiller le jour venu? Avec quel message parental intériorisé vont-ils pouvoir s'en sortir mieux que s'ils se trouvent seuls, surpris, voire traumatisés par la rencontre avec certaines situations? Dès lors qu'ils ont pu anticiper cette rencontre, même si elle sera toujours surprenante et déroutante, ils pourront l'aborder de manière tout à fait différente et le dialogue pourra s'engager ensuite. D'accord. Est-ce qu'il y a une question du public? Oui. Oui, bonjour. Tout d'abord, oui. J'aimerais d'abord réagir, puisque vous conseillez vous conseillez aux parents de réagir. Quand un enfant s'enferme dans sa chambre, il est très difficile de stopper, de faire irruption dans son monde d'une façon brusque et autoritaire. Et moi, je sais que, par exemple, quand je voulais communiquer avec mon enfant qui était parti dans son monde pour lui proposer de dîner, eh bien, je le rejoignais dans son monde virtuel en lui envoyant un message Facebook. Il avait le temps de redescendre et c'était exactement comme une descente en palier. Moi, je pense qu'on est face quand même à un comportement addict. Il faut redescendre doucement et l'accompagner dans cette reprise du réel. Et par rapport à la violence, vous avez bien expliqué que il y a des outils qui peuvent être qui peuvent être positifs ou négatifs, les écrans effectivement. Mais par contre, je pense que nous avons une responsabilité en tant que parents et en tant qu'éducateurs pour exiger des jeux qui soient basés uniquement sur le nombre d'avions qu'on a là. Voilà. J'ai déjà accompagné mes enfants dans des boutiques de jeux. J'ai des jeux intelligents avec des défis qui pouvaient intéresser les jeunes et les adolescents. Il n'y en avait pas. Et là, je pense que peut-être effectivement la Maïf, les associations, les éducateurs, les parents, on peut essayer de faire une pression pour lancer un appel aux créateurs de jeux et leur dire qu'ils peuvent tenter ce marché-là. Ils auront du succès. Oui, vous avez raison, mais en même temps, vous avez raison. Ces propositions parentales seront tout à fait bienvenues et si le marché suit, c'est formidable. Mais le marché suit la demande. Vous n'empêcherez jamais un enfant, et à plus forte raison un adolescent, d'être intéressé tout autant par ce qui est interdit, par ce qui est de côté. Vous savez bien que pour apprendre à lire, rien de tel que de dire à l'enfant, ça c'est des livres qui ne sont pas faits pour toi. Hein. Donc, vous n'empêcherez jamais cette attractivité de l'interdit. La question qui se pose donc au niveau parental et éducatif, c'est plutôt comment préparer l'enfant à la rencontre avec ce qui inévitablement peut le choquer, le dérouter. Ça ne veut pas dire qu'on va l'inciter à l'utiliser. Et d'autre part, je crois, quel que soit le jeu, le plus intelligent soit-il, c'est intéressant pour les parents d'aller découvrir ce qui intéresse leurs enfants, y compris, avec leur autorisation, leur usage des réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce qu'ils y trouvent, qu'est-ce qu'ils y font? On peut partager aussi l'intérêt qu'ils y trouvent et du coup mieux identifier leurs nouveaux désirs et en même temps peut-être être un petit peu moins... On a mieux vu quel usage ils en avaient. Merci Patrice, et on va passer donc à notre dernière thématique un petit peu plus raccourcie qui est celle de qu'est-ce que les psychologues et les psychiatres
peuvent apporter par rapport à l'ensemble des interrogations qui sont faites, comment ils intègrent eux-mêmes dans leur pratique. Et là, on va donner la parole à Lisa Douc, comment ils intègrent eux-mêmes dans leur pratique les nouvelles technologies, Internet et notamment Skype ou la visioconférence. Comment les technologies de l'information et de la communication peuvent servir aux soins et aux soins psychologiques en particulier, puisque au niveau du soin, je pense que tout le monde a entendu parler aujourd'hui de la télémédecine et de ses avancées. C'est une réalité aujourd'hui, ça présente des avantages, en particulier pour les personnes, les patients qui sont un petit peu isolés ou qui ont des problèmes de mobilité, entre autres. Au niveau psychologique et psychothérapeutique, la question se pose peut-être autrement. Moi, dans mon cas, en tout cas, j'ai choisi d'entamer une recherche, un travail de réflexion d'abord, avant d'envisager en fait de pratiquer la psychothérapie en ligne. Il faut dire aussi que j'ai eu dans ma pratique professionnelle une expérience assez longue en téléphonie sociale où je travaillais en tant que psychologue au téléphone. Et ça, c'est une pratique qui existe en France, mais dans beaucoup de pays depuis plus de 20 ans. Il y a très peu de travaux là-dessus d'ailleurs. Donc l'intérêt d'Internet et de la visioconférence en particulier, c'est de pouvoir recréer une forme de contact qui ressemble le plus possible au contact qu'on rencontre dans le cabinet du psychothérapeute. Et ça, c'est pas inné. C'est-à-dire que Skype, par exemple, ne suffit pas en tant qu'outil à produire un cadre qui va mettre le psychothérapeute et le patient dans des conditions similaires à celles d'un cabinet. Et ça, c'est essentiel parce que la réflexion sur le cadre et la réflexion sur une méthodologie spécifique à ce type de prise en charge est essentielle avant de la généraliser. Donc moi, ça fait 7 ans que je travaille sur cette question. J'ai fait mon doctorat de psychologie là-dessus. Et l'idée, pour faire court, c'est de dire qu'on peut retrouver, en termes d'écoute psychothérapeutique et en termes de mieux-être, on va dire, chez le patient, des effets tout à fait similaires à un suivi classique. Maintenant, ça ne va pas convenir à tous les patients. Je pense que, en termes de personnalité, en termes de situation aussi dans la réalité, je parlais d'isolement, je parlais de problèmes de mobilité, certains patients vont être plus sensibles à ce type de prise en charge. D'autre part, je pense que l'étude des spécificités de ce cadre va permettre d'avancer pour affiner cette pratique. Mais selon moi, ça serait dommage de se passer de l'apport des technologies de l'information et de la communication en termes de généralisation de l'accès aux soins. Et pourquoi on le ferait? Pourquoi on s'en passerait? Simplement, il ne faut pas le faire n'importe comment. Voilà. Serge et Patrice, la question de l'utilisation d'Internet en séance avec enfants ou adolescents autour de certains jeux, autour de certaines techniques. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est déjà engagé chez les psychiatres et les psychologues? Ça commence, mais il y a beaucoup de résistance encore. Il y a les pionniers dont Serge fait partie et quelques autres par la suite, mais ça pour essayer de former et d'initier l'utilisation comme médiation d'outils numériques, de jeux vidéo, etc. Je vois bien comment les résistances sont encore extrêmement actives. On peut espérer que le renouvellement générationnel dans la profession va aussi aider, mais c'est pas du tout encore répandu autant que ça pourrait l'être quand on connaît l'utilité et la rapidité avec laquelle ça mobilise vraiment des dimensions très profondes chez le sujet concerné. L'autre élément que je peux souligner dans notre métier, c'est effectivement que on va avoir de plus en plus souvent les avantages de l'utilisation de, Lise parlait de thérapie en ligne, mais aussi d'enseignement en ligne. Et je pense en particulier au développement possible de ces outils et de leur usage dans le cas d'enfants et d'adolescents malades, d'adolescents hospitalisés, coupés des dispositifs d'études et qui peuvent profiter d'apports pédagogiques dans ces circonstances, ce que par exemple des associations dont je fais partie, comme l'école à l'hôpital, offrent déjà, mais là on voit bien qu'il peut y avoir un renforcement de ce type d'offres par le biais de ces technologies numériques, avec une interactivité dans la relation enseignant-élève tout à fait passionnante et qui mérite vraiment d'être développée.
La manière dont on l'envisage aujourd'hui nous paraîtra forcément ridicule demain. Je m'explique. Aujourd'hui, autour des e-thérapies, beaucoup de gens disent oui, mais c'est pas mal, mais ça doit quand même moins bien marcher que si on voit les gens pour de vrai. Il y a des études anglo-saxonnes qui montrent que dans certaines pathologies, ça marche bien mieux que le fait de faire venir les gens pour les voir en réalité en face à face. Mais avec qui? Eh bien, avec des jeunes. C'est-à-dire avec des jeunes qui ont interagi avec leurs grands-parents quand ils avaient 2, 3, 4 ans à travers Skype. Et eux, c'est vrai, n'ont pas du tout la même relation aux écrans que des gens qui ont aujourd'hui 30 ou 40 ans. Dans les domaines de l'apprentissage, c'est la même chose. Aujourd'hui, enseigner 180 élèves avec une conférence donnée par un grand spécialiste via un écran, pour beaucoup de gens disent ben oui, mais les enfants vont pas écouter. Les adultes n'écouteront peut-être pas, mais les enfants si vont écouter parce qu'ils ont un autre rapport aux écrans. Voilà, donc c'est ce genre de choses auxquelles il faut nous rendre attentifs en sachant que la révolution numérique, c'est aussi le fait que tout ce que nous tenons pour acquis aujourd'hui va très probablement complètement changer dans les 2 ans qui viennent. Avant, il fallait 5 siècles pour les changements, et puis 1 siècle, et puis 50 ans. Et bien aujourd'hui, ils se font sur une dizaine d'années, et je crois que c'est ça qu'il faut que nous acceptions, hein, c'est de rester curieux au changement, parce que c'est une manière de, bien sûr, ne pas rater la révolution numérique, mais c'est aussi une manière de rester proche de nos enfants. Donc nous sommes bien d'accord, hein, nous vivons une période de grands changements sur le plan culturel, sur le plan des pratiques, sur le plan des relations. Internet vient profondément modifier. Je ne sais pas si on a vraiment pris tous conscience de cette époque assez particulière et charnière dans l'histoire de l'humanité. Je pense qu'elle est très forte. J'entendais dernièrement quelqu'un avec qui je discutais qui me disait à propos de Facebook, mais Facebook, c'est déjà dépassé, les jeunes n'y sont déjà plus. Et ce dont on discute là aujourd'hui, peut-être que dans 6 mois, on sera sur d'autres aspects. Alors peut-être pour terminer, très difficile de conclure, inviter tous les internautes et le public de ce soir à nous rejoindre au colloque qui va beaucoup approfondir, bien entendu, à travers à la fois des communications, des conférences, des présentations de travaux, tables rondes, etc. La plupart des thèmes que nous avons soulevés aujourd'hui. Il y aura des sociologues, des psychologues, des psychiatres, des médecins, des neuroscientifiques, des anthropologues, etc. Et puis vous donner peut-être, si vous voulez approfondir et continuer un petit peu à réfléchir de votre côté, alors rappelez l'avis de l'Académie des sciences, hein, l'enfant et les écrans dont on a parlé. Un autre document officiel, c'est celui de la défenseur des enfants, enfants et écrans grandir dans le monde numérique. Ça a été remis au président de la République l'année dernière, fin 2012. Voilà. Je voudrais vous présenter une autre référence, c'est Sciences Humaines qui vient de publier Des enfants mutants en relation avec le colloque, avec des articles particulièrement intéressants et des intervenants dont Serge Tisseron qui seront présents au colloque. Vous parlez aussi de la publication du livre de Patrice Huer. J'arrive pas à lire, Lise, parce que j'ai pas mes lunettes. Alors, faut-il avoir peur des écrans? Donc voilà, l'ouvrage de Patrice Huer, c'est un collectif aux éditions Douin et c'est sorti le 7 octobre. Donc vous voyez cette actualité particulièrement riche. Rappelez l'ouvrage donc de Serge Tisseron, que je vous remonte donc également ici, Apprivoiser les écrans et grandir, 3, 6, 9, 12. Ben, il y en a pour tous les âges et il y a même après 12. Donc voilà, c'était plus difficile à mentionner en titre. Écoutez, merci à tous. Peut-être un dernier mot, je crois, du côté des réseaux sociaux. Il y avait une demande. Oui, je vais laisser Eric faire un petit rappel sur ce qu'il est possible de faire avec les réseaux sociaux en attendant les prochaines échéances. Oui, alors ce soir, on a eu la chance de vous diffuser ça en live grâce à l'équipe qui était là, mais les réseaux sociaux vont continuer à faire vivre ça, puisqu'à partir du moment où on a du stock numérique, nous allons pouvoir en différer, pouvoir faire discuter, que ça soit à côté de chez nous, aux 4 coins du monde, peut-être même en plusieurs langues, si certains le veulent, tout ce que l'on a discuté actuellement.
Le live, c'est bien, mais vous avez vu que des gens sont venus, pas autant qu'on voudrait, parce qu'effectivement, les gens sont occupés. Mais grâce à l'asynchrone, c'est-à-dire à la possibilité de parler après, on va pouvoir leur montrer tout ce qui s'est passé ici et les intéresser. Alors je rappelle le tag, il y en a deux, il y a conf maïf, on met un dièse devant, le tag, ce qu'on appelle, ou dièse web maïf. Avec ça, posez vos questions. Et vous aussi ici, vous pouvez poser vos questions et répondre aussi en même temps. Voilà, on continuera cette dimension interactive et participative au colloque où il y aura un Media Lab et des contacts directs pour justement échanger sur toutes ces questions. Je voudrais terminer en remerciant bien entendu l'ensemble des partenaires, la Maïf, aux deux zones, le cercle des cultures ouvertes de Belleville, puisque voilà, nous étions au 39 rue de Belleville. Nous avons passé un bon moment ensemble et puis j'espère à la fois vous retrouver et surtout profiter de Twitter, hashtag et Facebook et Internet pour réfléchir à toutes ces questions. Merci et à bientôt.